J'ai commencé par prendre la parole avant de la donner à Pierre Chaperon, qui conseille à protection sociale chez Galéa, donc va jouer le rôle non moins difficile de médiateur pour la soirée. Alors, en ce qui me concerne, donc, Jean-Hubert Cassabiec, je suis cofondateur et président de P3S. C'est une association qui veut dire prévention, santé, sécurité, satisfaction au travail. Nous l'avons créé il y a une quinzaine d'années au moins aujourd'hui avec les organisations représentatives des salariés et des employeurs. À l'époque, je travaillais comme directeur général chez Solaray, une société franco-québécoise qui explique certaines choses. L'idée de ce webinaire d'aujourd'hui, alors webinaire en anglais, webinaire en français, comme on voudra, vous direz les Canadiens, c'est l'idée sort de l'interview que nous avons fait avec Michel Monnier, qui est ancien directeur général de l'UNEDIC, et interview sur le chômage partiel, qui nous a paru extrêmement intéressant, avec pas mal d'informations, pas mal de chiffres qui seront repris tout à l'heure, et sur lequel on s'est dit il faut faire quelque chose un peu plus que simplement diffuser l'interview. Dans cette interview qui a été largement diffusée dans nos paniers d'informations, bon, tous les mois on envoie un panier d'informations que vous trouverez sur notre site si vous voulez éventuellement les rechercher. Il y a des chiffres que nous voulons partager ce soir avec vous, hein, ainsi que bien d'autres informations en lien avec la protection sociale française. On y reviendra à plusieurs reprises. Les liens sont D'autre part, donc avec Michel Monnier, ancien directeur général adjoint de l'UNEDIC, et Hervé Chaperon, hein, qui est ancien directeur général de Pôle emploi, nous allons vous repréciser ce soir les objectifs de l'assurance chômage, ses résultats, sa gestion, sa gouvernance, si on peut dire, ou peut-être l'évolution éventuelle de sa gouvernance, mais je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller jusque-là, son rôle dans la protection sociale et peut-être aussi son avenir. Voilà. Alors, juste avant de laisser la parole à Pierre, je voudrais quand même préciser que l'idéal serait que si vous n'avez pas la parole à prendre, c'est de fermer vos micros, ça évitera les bruits. Ah, tu es connecté à Voilà. Zoom? Pardon? Moi aussi. Ah, Jean-Claude Moi Galou. aussi. Voilà. Et donc, si vous voulez poser des questions, posez-les exclusivement par le petit système qui est sur la droite en bas des questions directement à Pierre Chaperon, qui essaiera à la fois d'y répondre, donc de vive voix bien entendu, et en même temps de jouer ce rôle de médiateur. Voilà. Donc je donne la parole à Pierre, et puis je la reprendrai à la fin pour faire une petite conclusion. Merci Jean-Hubert et bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un médiateur entre Michel Monnier et Hervé Chaperon qui ont écrit un livre de référence dont ils parleront sur la protection sociale, un livre que je le dis vraiment sans flagornerie, que j'ai beaucoup apprécié et qui servira largement de base à nos échanges. Alors, tu as évoqué quelques grandes têtes de chapitres. Je crois qu'on ne peut pas commencer un débat comme celui-ci, donc en lien avec l'acquisition de l'assurance chômage, sans parler du chômage partiel, alors je ne sais pas si on dit d'ailleurs chômage ou activité partielle. C'est un élément de sémantique que j'aimerais bien voir précisé d'ailleurs. Mais donc ce chômage partiel, en tout cas, c'est qui est aujourd'hui tellement mis à contribution, puisque une grande partie, peut-être plus de la moitié d'ailleurs de la population active, à un moment ou à un autre, la population active salariée était dans le cadre de ce chômage ou cette activité partielle. Alors, je vais peut-être demander à Michel Monnier pour commencer, comment il voit cette question de ce recours très fort, très important au chômage partiel, à une forme de nationalisation du salaire et à une évolution du coup très profonde du rôle de l'assurance chômage dans le contexte absolument incroyable qui est le nôtre depuis plusieurs mois. Bonsoir à tous. Merci Pierre, merci Jean-Hubert de ces mots d'introduction. Alors, effectivement, Jean-Hubert faisait référence à cette interview d'il y a quelque temps déjà pour le panier d'information de P3S et en répondant à cette première demande, je ne pensais pas que nous en arriverions à cette heureuse rencontre ce soir qui nous permet effectivement, Hervé et moi, d'aborder
la question du modèle de protection sociale avec comme point d'entrée celui de l'indemnisation du chômage. Alors, prenant ce point d'entrée-là, il ne faut pas qu'il soit réducteur et notre rencontre a pour objet effectivement de pouvoir aborder dans un temps relativement limité l'ensemble du sujet l'ensemble des sujets relatifs au modèle de protection sociale français. Ce modèle si décrié, mais ce modèle précieux. Et si le point d'entrée est celui de l'indemnisation du chômage et particulièrement du chômage partiel, alors pour répondre à ton interrogation d'ordre sémantique, à l'UNEDIC, on parle, ou il parle, puisque moi j'ai quitté cette institution maintenant, d'activité partielle. Mais le langage commun, c'est celui du chômage partiel. Alors, aborder notre débat avec ce point d'entrée, je crois que c'est prendre acte de ce que l'indemnisation du chômage a été la première réponse qui a été apportée de façon rapide et de façon massive aux conséquences du confinement qui avait lui pour objet d'éviter l'engorgement du système de santé. Le chômage partiel, rapidement mobilisé, alors c'est un dispositif qui associe l'État, qui le finance pour 2 tiers, à l'UNEDIC, qui le finance pour le tiers restant, a certainement été la première traduction du fameux « quoi qu'il en coûte » présidentiel. Et je pense aussi qu'aborder notre rencontre de ce soir par ce point d'entrée du chômage, ça permet, de l'indemnisation du chômage, pardon, ça permet d'aborder aussi, par l'évolution des missions de l'UNEDIC, ce que sont les évolutions du système de protection sociale français, qui, pas à pas, réforme après réforme, semble s'éloigner d'une logique d'assurance assise sur le travail, au profit, au bénéfice d'une logique qui est celle de solidarité, celle d'assistance, avec un financement qui n'est plus contributif, mais un financement qui est de plus en plus fiscalisé. Alors Jean Hubert se référait dans ses mots d'introduction aux données qui figurent dans l'interview qui a été publiée il y a quelque temps. Pierre parlait de nationalisation des rémunérations. Alors effectivement, c'est une formule qui a fait florès il y a quelque temps. Et on avançait des chiffres de 10-12 millions de salariés qui avaient bénéficié ou qui ont bénéficié de ce dispositif-là. Alors, ce chiffre mérite d'être précisé. Les précisions, on les trouve dans les publications de l'UNEDIC, c'est ce à quoi je me réfère. L'UNEDIC a calculé l'intensité du recours à ce dispositif en nombre d'heures et non en nombre d'individus. Parmi les 12 millions ou les 10 millions d'individus ayant bénéficié de ce dispositif-là, certains n'en ont bénéficié ou n'ont eu accès à ce dispositif, compte tenu de la réalité de leur activité, que quelques heures par semaine ou quelques heures par mois. Et donc, en nombre d'heures, c'est 6,6 milliards d'heures qui ont été indemnisées ou qui auront été indemnisées en 2020 au titre du chômage partiel. Ce chiffre est phénoménal. Et pour mesurer l'ampleur du recours en 2020 à ce dispositif-là, il y a un point de référence, c'est celui de 2009. C'était un recours massif aussi à ce dispositif-là dans la suite des conséquences de la crise financière de 2008-2009. Et le nombre d'heures avait été de 260 millions. Donc, le point de référence massif historique, entre guillemets, qui existe, c'est celui de 2009, 260 millions d'heures. 2020, conséquence de la crise sanitaire, conséquence du confinement, 6,6 milliards d'heures, 20 fois plus. Je pense que rapprocher ces deux valeurs-là montre ce que sont les conséquences et quelle était l'ampleur du dispositif qu'il fallait pouvoir mobiliser très rapidement pour répondre aux conséquences sociales dans un premier temps, mais aux conséquences économiques aussi de la décision de confiner. Alors, le dispositif donc, a la particularité d'être un dispositif cofinancé, principalement par l'État, un tiers, je le disais, mais il y a aussi la particularité d'illustrer ce que sont les évolutions de la mission de l'assurance chômage, parce qu'il ne s'agissait pas d'indemniser de la perte de l'emploi,
de la perte d'emploi, mais il s'agit, par le dispositif de l'activité partielle, d'indemniser des périodes non travaillées pour des salariés qui gardent un lien avec leur employeur, un lien avec leur entreprise, et le dispositif apparaît à ce niveau-là autant comme un dispositif qui soutient les salariés en leur garantissant un revenu de remplacement, mais qui permet de les maintenir mobilisés pour un retour à l'activité le plus rapide possible, qui permet d'éviter des licenciements. Alors, est-ce que c'est contre nature par rapport à la mission originelle de l'assurance chômage qui est d'indemniser les pertes d'emploi, alors que là, par cet heureux dispositif-là, l'assurance chômage permet de conserver très proche de l'emploi et de conserver dans l'entreprise des salariés qui, momentanément, du fait des conditions économiques, n'ont plus d'activité. J'ajouterai, pour terminer ce point-là, qu'aux salariés du privé, à ces 12 millions de salariés, à ces 6 milliards et quelques d'heures indemnisées au titre du chômage partiel pour les salariés du privé, s'est ajouté dans cette période-là l'indemnisation de la non-activité de certains des agents publics avec un dispositif assez proche, inspiré, qui est le dispositif de l'autorisation spéciale d'absence qui permettait à des agents publics qui ne pouvaient exercer leur activité d'avoir le maintien de la rémunération. Je te remercie, Michel. Là, tu viens de planter parfaitement le décor et je propose que, Hervé, tu complètes sur les nombreuses fenêtres que tu as pu ouvrir, Michel. Alors, je vais compléter difficilement parce que ce que dit Michel est assez complet. Mais première remarque, c'est que dans l'histoire de la protection française, l'assurance chômage a été créée en tout dernier. C'est 1958. Bien. Aujourd'hui, pourquoi elle arrive en tout dernier? C'est que à la Libération, puis comment dirais-je, avec la reconstruction, il est bien évident que les problèmes d'emploi ne se posaient pas. On l'a créée en dernier lieu, et ironie de l'histoire aujourd'hui, c'est elle qui devient support de l'économie. Donc on voit bien qu'il y a un renversement de rôle de l'assurance chômage, de pas du tout nécessaire, puisque en 1958, il y avait à peine 250 000 chômeurs. Aujourd'hui, elle devient non seulement ce qu'elle est, ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire un revenu de substitution, mais en plus, comme l'a dit Michel, par le fait qu'il n'y ait pas de rupture, et à travers le chômage partiel, par le fait qu'il n'y ait pas de rupture de contrat de travail, elle devient support de l'économie, c'est-à-dire elle organise la phase transitoire ou pour des raisons externes, comprenez sanitaires, eh bien l'économie chute et l'assurance chômage permettra d'attendre la reprise. Donc c'est, j'allais dire, de quelque chose qui n'était pas une préoccupation au regard depuis la Seconde Guerre mondiale, pardon, qui n'était pas dans les préoccupations premières du CNR, même si les accords du Trocadéro mentionnent que le cas échéant, le terme c'est le cas échéant, on pourra prévoir une indemnisation en cas de perte d'emploi. Aujourd'hui, j'allais dire, elle a remonté son handicap de petite dernière pour devenir un instrument absolument central. Voilà, ça c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, à travers ça, on voit bien qu'il y a une imbrication forte entre économie et protection sociale. Et que, à travers le chômage partiel, on peut quand même s'interroger sur le fait que peut-il y avoir une économie performante
c'est-à-dire réactive, sans protection sociale. Et ça, c'est toute la question entre protection sociale, vertu oubliée du capitalisme, ou protection sociale, ennemi juré du néolibéralisme. Et je pense que à travers le chômage partiel, il y a les éléments de réponse à ces deux questions fondamentales qui poussent certains à vouloir détricoter la mise en œuvre du programme du CNR. Et d'ailleurs, un point sur lequel je voulais une précision, on est bien d'accord, l'assurance chômage ne constitue pas une branche de sécurité sociale. Non, alors justement, c'est un point d'histoire, ça. Parce que lorsque, par une allocution radiophonique, le général de Gaulle, le 4 août, c'est une date d'ailleurs, hein, le 4 août 58 demande aux partenaires sociaux de créer une assurance chômage, la CGT va, dans un premier temps, refuser de signer la convention de création, sous prétexte que la CGT souhaitait que précisément l'assurance chômage soit une branche de la sécurité sociale. Et ça n'a pas été le cas, et la CGT a signé la convention de création de l'assurance chômage 6 mois plus tard et a intégré, j'allais dire, le club gestionnaire en tant que partenaire social en termes de gouvernance. Alors, les origines, effectivement, font distinguer les branches de la sécurité sociale de l'assurance chômage. L'évolution et les évolutions récentes soit viennent brouiller le paysage, soit viennent le simplifier. C'est comme on veut. Mais avec la dernière réforme qui a supprimé la contribution salariée à l'assurance chômage et qui l'a remplacée par la CSG, premier point, avec les débats qui se font aujourd'hui sur quelle doit être l'évolution de la gouvernance de l'assurance chômage, faut-il que le budget de l'assurance chômage soit voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, faut-il qu'il soit voté dans le cadre de la loi de finances de l'État, on voit bien que le mode de financement guide forcément ou oriente très certainement l'évolution de la gouvernance de l'assurance chômage qui semble se rapprocher de la sécurité sociale. Dans le paysage, il y a aussi le fait que les comptes de l'assurance chômage sont consolidés en comptabilité nationale avec ceux des organismes de sécurité sociale. Donc, c'est un objet, comme le rappelait Hervé, plus récent, c'est né après la Sécu, mais c'est un objet un petit peu hybride. Et c'est un objet qui est peut-être de moins en moins hybride, compte tenu, une fois encore, de l'évolution de son financement. L'autonomie de recouvrement des ex-contributions d'assurance chômage qui a été transférée aux URSSAF, à la COS, ça emporte, ou ça a emporté, me semble-t-il, la perte de certaines compétences ou de certains moyens d'action des partenaires sociaux sur le pilotage de leurs recettes propres. Sujet qui est dans les tuyaux également pour la retraite complémentaire. On en entend parler en ce moment et ça se passe assez mal. Mais donc tu évoques, et vous évoquez avec Hervé, la question de la fiscalisation qui effectivement fait changer le centre de gravité du pilotage, la fiscalisation progressive, et puis la question aussi de l'entrée dans des lois de financement qui font qu'en fait c'est le Parlement plutôt que les partenaires sociaux qui prend la main. Je ne sais pas si Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu ce que nous appelons, Michel et moi, les budgétaristes. C'est-à-dire que finalement, sous une forme ou une autre, tout ça, c'est de l'argent public. Donc tout ça doit faire partie d'un seul budget. Mais si on accepte cette idée, qui est pas plus stupide qu'une autre et qui voudrait faire court dans un amalgame qui, à nos yeux, nous semble dangereux, ça veut dire que si tout est dans tout et que la protection sociale est dans le budget de l'État, il n'y a plus de protection sociale en tant que telle.
C'est-à-dire qu'on ne sait plus combien ça coûte. Et donc, nécessairement, on ira vraisemblablement vers une universalité, mais qui tirera vers le bas. Alors, il y a effectivement au débat aujourd'hui le sujet de l'évolution de la gouvernance de l'assurance chômage. Quelle est la place des partenaires sociaux? Quelle est la place de l'État? Où est-ce que le budget de l'assurance chômage doit être présenté, doit être voté? Alors, c'est une question d'actualité, mais c'est une longue histoire. Parce que l'assurance chômage a, depuis pas mal de temps, pris en charge le financement de missions bien au-delà de celle de la stricte indemnisation de la perte d'emploi. L'assurance chômage peut être considérée comme participante au financement de certaines politiques publiques. La juste subvention qui est apportée à Pôle emploi sert à financer une partie du fonctionnement de Pôle emploi, mais sert aussi à financer des actions de formation pour les demandeurs d'emploi. Et ce budget-là, ce budget formation, ne bénéficie pas seulement aux demandeurs d'emploi, il bénéficie aussi à des gens qui sont en activité, qui sont en reconversion. Donc, on a un paysage qui est effectivement totalement différent en termes de mission, en termes d'allocation de la ressource, totalement différent de ce qu'il était lors de la création de l'assurance chômage, qui, comme le rappelait Hervé, est intervenu dans un contexte où on a créé quelque chose dont on n'avait peut-être pas besoin et qui a évolué en termes de mission, pas forcément en termes de gouvernance, encore que les partenaires sociaux, lorsqu'ils décident, lorsqu'ils signent un accord national interprofessionnel, cet accord-là, il est aujourd'hui particulièrement cadré par des délais de cadrage préalables. Il a toujours été de façon plus ou moins formelle. Et l'accord signé relève d'une validation par l'exécutif. Oui. Donc, la gouvernance de l'assurance chômage n'a jamais été à la main pleine et entière des partenaires sociaux. Forcément, ce sont des prélèvements obligatoires. Donc, on est effectivement, semble-t-il, on est à l'évidence aujourd'hui à une croisée des chemins, compte tenu de ce qu'ont été les diverses évolutions qui ont assez sensiblement modifié le paysage, les missions et la gouvernance initiale de l'assurance chômage. Oui, mais là, avec le chômage partiel, puisqu'on l'a évoqué avant, c'est vrai que l'assurance chômage se retrouve un peu contre son gré, je ne sais pas, complètement au centre du jeu. Et donc, déjà, vous disiez l'un et l'autre que le modèle économique de l'assurance chômage était en quelque sorte bouleversé déjà par un contexte préexistant. Mais alors, avec ce nouveau contexte du chômage partiel, comment les choses peuvent se terminer lorsqu'on sera en régime, je l'espère prochainement, de croisière? Hervé. Alors, le problème d'abord, ça va être la dette. Évidemment, le chômage partiel a creusé la dette de l'assurance chômage. Alors, rappelons simplement que la dette est financée par emprunt sur les marchés avec garantie de l'État. Oui. Ça, c'est l'argument massu de ceux qui veulent, entre guillemets, nationaliser l'assurance chômage. Partant du principe que l'assurance chômage n'est plus en état d'autonomie, qu'elle a besoin pour vivre de la garantie de l'État, et donc tout naturellement, c'est celui qui est garant ou celui qui paye qui décide. C'est donc l'élément majeur. Aujourd'hui, avec les nouvelles pratiques sur la négociation lors de conventions, la convention d'assurance chômage, c'est ce qui fixe les modalités de l'indemnisation. On a vu dans la réforme de 2019 que le gouvernement
adresse aux partenaires sociaux une note de cadrage. Oui. En l'occurrence, en 2019, c'était de mémoire, vous devez faire 3 milliards et des bricoles d'économies. À partir de là, mettez-vous d'accord et donc, si vous arrivez à vous mettre d'accord, et si vous êtes conforme à notre note de cadrage, eh bien, on donnera l'agrément. Il est bien évident, et on l'a vu en 2019, que sur certains points, il ne peut pas y avoir accord absolu. Bien. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que, finalement, une note de cadrage des pouvoirs publics, si elle est serrée, n'est-ce pas la négation du paritarisme? Oui, poser la question, c'est largement y répondre, effectivement, parce que ça veut dire les pouvoirs publics peuvent pousser le bouchon, j'allais dire, assez loin, en disant, bah, si vous arrivez à un accord, ne vous privez pas. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans la réforme des retraites avortée, hein, dans laquelle, au moment où rien n'allait plus, où rien ne fonctionnait plus, on a demandé aux partenaires sociaux et à Jean-Jacques Maret, en l'espèce, d'essayer de driver les partenaires sociaux pour trouver un accord. Mais là aussi, il y avait un cahier des charges, exactement ce que vous indiquez. Mais du coup, est-ce que ça ne pose pas le problème d'une sorte de modèle économique de l'assurance chômage? Comment on peut fonctionner cette assurance chômage? Est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer des partenaires sociaux revenir de façon réelle et substantielle dans le système? Je pense que ça pose aussi un autre problème. Oui. Quelle est la structure du déficit? Ah, oui. Parce que l'assurance chômage a un déficit incontestable. Donc l'assurance chômage est mal gérée par les partenaires sociaux. Donc il faut changer de gouvernance. Donc excite les partenaires sociaux et l'État, comme chacun sait qui est stratège, va gérer ça au mieux. Si le postulat de base, on peut se mettre d'accord, l'assurance chômage est déficitaire, encore faut-il savoir pourquoi. Et sur sa mission de base. On rejoint la question de périmètre que vous avez évoquée l'un l'autre. Sur les missions qu'on lui demande, d'accomplir. À 2 ou 3 exceptions près, l'assurance chômage, le régime de l'indemnisation n'a pas été déficitaire. Il l'a été dans la suite de la crise de 2008, il l'est dans la suite de la crise que nous traversons. Par contre, les comptes de l'UNEDIC sont déficitaires. La différence, c'est qu'à l'indemnisation vient s'ajouter la charge de financement, on vient d'en parler, de la subvention qui est apportée à Pôle emploi pour son fonctionnement et pour ses missions. Aujourd'hui, 11% de la recette de l'UNEDIC. S'y ajoute aussi le financement des points de retraite complémentaires pour les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés. De tête, c'est un montant de l'ordre de 3 milliards. La subvention apportée à Pôle emploi, c'est de l'ordre de 3,3 milliards, 3,5 milliards. S'y ajoute aussi le financement de ce qu'on peut considérer comme une politique culturelle, c'est le régime spécifique des intermittents. Bien sûr qu'il faut financer cette forme d'emploi, mais est-ce que c'est un financement interprofessionnel ou est-ce que ça doit relever d'autres choses? Et puis, il y a des conséquences d'accords internationaux qui sont supportés encore aujourd'hui par l'UNEDIC. C'est le financement du chômage des transfrontaliers, des travailleurs transfrontaliers. Donc, quand on regarde les comptes de l'UNEDIC, on peut faire cette différenciation entre ce que sont les missions nouvelles et ce qu'est la mission de base. Et quand on regarde ce qu'est la mission de base, on voit un système qui est déjà très redistributif. Je prends l'exemple de la population cadre qui fait l'objet d'une modification assez sensible dans le cadre de la dernière réforme.
la population cadre, alors, je ne sais pas ce que ça devient avec les conséquences Covid, mais avant le Covid, la population cadre génère dans les comptes de l'indemnisation du chômage un excédent annuel de l'ordre de 4 à 5 milliards. Donc, Oui, ça, c'est pas connu du tout, ça. C'est intéressant, parce que c'est pas connu du tout. Cet excédent sert à financer, mais est insuffisant pour financer le reste. Dans la population qui est indemnisée par l'UNEDIC, 50% des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés ou indemnisables cumulent leur indemnité chômage avec une activité réduite. Donc, on est là aussi sur un modèle qui a pris en compte ou qui a peut-être favorisé, ce sont des débats d'universitaires, des débats de chercheurs, est-ce que la possibilité de cumul de l'indemnisation avec une activité dite réduite est le résultat des évolutions des modes d'emploi, ou est-ce que c'est ce dispositif-là qui a favorisé ces évolutions vers des emplois qui se traduisent par un aller-retour entre emploi-chômage ou qui se traduisent par un risque de précarisation définitive des individus qui sont dans ces activités-là. Il y a du soutien à l'emploi et en dehors d'une logique strictement indemnitaire. Je vois Hervé qui s'agite. Oui. Pour toujours compléter, quand l'État dit c'est déficitaire, donc il faut qu'on prenne la main sur la gestion. Je prends un seul exemple, celui qu'a cité pour le compléter Michel, intermittent du spectacle. Bien, intermittent du spectacle, ce sont les salariés du privé qui financent le coût des intermittents du spectacle. Et d'ailleurs, il y a déficit en tant que tel du régime des intermittents, pour quasiment 1 milliard par an. Mais ce que ne dit pas l'État, c'est que quand il est employeur, des magistrats, des professeurs, des parlementaires, il ne leur demande pas de cotiser au régime des intermittents du spectacle. Or, de toute évidence, qui fréquente le spectacle vivant, a priori, plus un enseignant qu'un OS sur une chaîne de montage. Et donc, on voit bien que, avant de parler de gouvernance, il y a des points très précis, mais très coûteux, qui méritent déjà discussion. Bon. On ne voit pas pourquoi, par exemple, sur le régime des intermittents du spectacle, seuls les salariés du privé cotisent. Deuxième chose, est-il tout à fait à la fois sain et tout à fait normal que l'assurance chômage, comme l'a dit Michel, finance le fonctionnement de Pôle emploi? Est-ce que vous trouveriez normal que Air France, lorsqu'ils arrivent à faire des bénéfices, finance les pertes de la SNCF sous prétexte qu'ils transportent des voyageurs? Ça n'a aucun sens. Si. Michel, alors, oui. Le paysage financier, comptable qu'on est en train de décrire là avec Hervé prend aujourd'hui un autre visage. Et oui, c'est ce que je voulais, voir. Oui. Avec la suppression de la contribution salariée remplacée par la CSG, le financement de l'assurance chômage n'est plus un financement strictement professionnel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à pointer comme une incohérence totale ou comme une vraie question le financement par le biais de l'UNEDIC de certaines politiques publiques ou autres. Donc, quand on disait tout à l'heure vers quoi va l'UNEDIC, vers quoi va la gouvernance de l'UNEDIC, généralement, c'est la finance qui dicte. Et le financement de l'UNEDIC aujourd'hui n'est plus strictement professionnel, il est fiscalisé. On est dans un monde nouveau, où on est entré en 2019, en 2018, dans un monde nouveau,
que la crise Covid et que le recours massif à l'UNEDIC a certainement poussé encore un peu plus en avant. Hervé parlait de la dette et parlait du financement de la dette. L'UNEDIC annonce pour 2020 un déficit de quasiment 19 milliards. Des déficits historiques, si on peut les dire comme ça, sans s'en satisfaire, étaient de l'ordre de 3 à 4 milliards par an. Là, on passe à 18. Plus de la moitié de ce déficit est dû au recours à l'activité partielle, au chômage partiel. Et c'est là où ça rejoint un débat, et je l'ai évoqué avec plusieurs personnes d'ailleurs qui participent à ce webinaire, qui se reconnaîtront et qui peut-être interviendront. C'est la question de savoir, est-ce que justement, si on veut que ces prestations, ces régimes restent gérables, est-ce qu'il ne faut pas cantonner, isoler cette dette liée au Covid? C'était la revendication de Dominique Libault, que vous connaissez, un ancien directeur de la Sécurité sociale, de dire, en fait, si on n'isole pas cette dette Covid, en fait, on laisse les clés d'un camion qui est absolument ingouvernable pour les partenaires sociaux. Oui, je n'ai pas compris qu'il était question de confiner, entre guillemets, ou de mettre à part la dette sociale Covid. La dette État relative aux diverses aides aux entreprises hors dispositif de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. J'ai compris qu'il était question que cette dette-là, les 5 et quelques milliards du plan de relance, peut-être, soit effectivement mis à part de la dette publique. Mais je n'ai pas compris que la dette sociale faisait l'objet de la même approche, de la même démarche. Mais le dispositif… C'est une demande d'un certain nombre donc de Dominique Libault, disant en strict… mais qui n'est pas bien accueilli, qui n'est pas accueilli, mais disant si en fait on n'externalise pas cette situation exceptionnelle par un jeu de réassurance en quelque sorte. C'est un jeu de réassurance qui doit se passer ailleurs, qui ne peut pas être géré par le régime. Autant dire qu'on met les partenaires sociaux ou les gestionnaires devant une situation du régime social financé par des cotisations sociales devant un système de gestion inextricable. Mais ça ramène à la question que tu évoquais, de savoir est-ce que le système est géré avec des cotisations sociales, avec une gouvernance paritaire, ou est-ce qu'il relève d'une logique strictement étatique? Hervé va compléter peut-être. Non, mais qu'on individualise les créances, c'est un vieux principe de base financier, ça. Bon. Est-ce que la solution serait finalement sur une sorte, de dette perpétuelle? Je n'y crois absolument pas, puisque, poussons le raisonnement jusqu'au bout, un pays a une dette perpétuelle. Ça veut dire qu'il ne va jamais la rembourser. Alors pourquoi il prélève l'impôt? On prélève 450 milliards par an, point barre. Puisqu'on n'a pas à la rembourser, la dette. Bon, ça n'a pas de sens économiquement. Le deuxième point, c'est est-ce que isoler les créances, ça veut dire qu'on va faire, alors je traduis d'une façon simplificatrice et certainement outrancière, un crédit revolving. Mais il faut bien que quelqu'un rembourse à un moment donné. La modalité, c'est quel type de remboursement? Quel type de remboursement? Et sur combien de temps? Mais le reste, à mes yeux, ce ne sont que des modalités. Non, mais à ce moment de dette phénoménale, à la fois dette publique et dette, entre guillemets, sécurité sociale, à ce moment où, effectivement, des réformes comme celles qui doivent concerner, les régimes de retraite, celles qui doivent concerner l'assurance chômage, au moment où on se pose la question de, entre guillemets, remobiliser davantage des moyens pour le système de santé. Est-ce que ce n'est pas le moment de poser enfin le débat de quel modèle de protection sociale veut-on? Nous, le constat que l'on fait avec Hervé, c'est que, sans le dire vraiment,
réforme par petits bouts après réforme par petits bouts. On touche à la formation professionnelle, on touche à l'assurance chômage, on touche aux règles de fonctionnement du système hospitalier, on touche un peu à l'assurance chômage. Le modèle est en train de se transformer sans qu'on le dise vraiment. Et là, on est en train de se poser qui doit payer la dette, qui doit financer. Bien sûr. Je pense qu'on est opportunément aujourd'hui, ce serait une des bonnes leçons de cette crise-là, de poser à plat l'ensemble du dispositif, de voir qu'il y a une partie qui doit pouvoir continuer à être financée par des contributions sociales et qui doit être assise dans une logique travail et qui doit pouvoir être gérée par les partenaires sociaux. Et il y a une partie très significative, certainement, qui relève d'autre chose, qui relève de la solidarité nationale, qui relève peut-être de l'assistance et qui relève de notre financement, qui est un financement fiscalisé. Dire ça, ça veut dire que les partenaires sociaux qui ont pris pas mal de coups sur la tête, peut-être parfois un peu mérités, faudrait qu'ils se remobilisent aussi et qu'ils soient capables, comme devrait l'être l'État, de reposer la question globale de c'est quoi l'action que nous avons à mener pour protéger telle ou telle catégorie de la population contre tel ou tel risque. Le risque famille n'a rien à voir avec le risque emploi, qui n'a rien à voir avec le risque santé. Et aujourd'hui, comme le disait Hervé tout à l'heure, on a fait un tout global financé par des moyens assez différenciés. Dans le bouquin... C'est le principe d'universalité, en fait, Comment ? C'est le principe d'universalité que tu critiques en creux. Hein, là, on est... que je critique, que j'interroge du moins. Que j'interroge, oui. Parce que du travail, il y en a encore. La population active et la population au travail, même si elle n'est pas sur un rythme d'augmentation phénoménal, et même si en ce moment on détruit de l'emploi, sur la tendance, la masse salariale augmente, la population salariée augmente. Donc du travail, il y en a. Il y a de nouvelles formes de travail qui ne sont peut-être pas suffisamment prises en compte aujourd'hui par tel ou tel des dispositifs de la protection sociale. Il y a des sujets nouveaux que l'on n'aborde pas en tant que tels, qu'on essaye de placer dans tel ou tel des dispositifs sans avoir une vision globale. Ce qui est en train de se passer avec non seulement la crise aujourd'hui, mais les obligations de transition écologique et les nouvelles formes de travail, le vieillissement de la population et le coût technologique de la santé qui ne fait qu'augmenter, c'est avec des sujets différents, ce n'est pas autre chose que les questions qui se sont posées lors de la reconstruction quand le système de sécurité sociale était réinventé. Et nous, il nous semble que le moment serait opportun pour qu'un débat global sur la protection, le modèle de protection sociale que l'on veut, se fasse. Voilà. Les grandes crises servent souvent à ça. D'autant plus qu'en vitesse de croisière, c'est quand même un tiers du PIB, quand même, la protection sociale. Absolument. Et ce n'est pas une poussière. Alors, est-ce que je peux aborder un sujet, Pierre, avec Hervé, si tu es d'accord, qui m'est un peu cher. Enfin, dans les évolutions actuelles, puisque moi, par activité, plus suivi la question du système de retraite, moi, je pense que beaucoup disent qu'on devra repousser l'âge de la retraite. Mais moi, je pense que dans les temps qui viennent, on va plutôt réinventer des machins qui s'appellent les pré-retraites. Alors, ce ne sera pas les garanties de ressources, hein, et je pense que alors ça va nous rajeunir, hein, le temps de l'ASF, la GFF, ou l'assurance chômage, elle a aussi été, Michel l'évoquait un petit peu tout à l'heure, mise à toutes les sauces, hein, pour aider comme amortisseur social sur la question des fins de carrière. Et moi, j'ai tendance à penser, et on en voit quelques signes, hein, avec des grandes entreprises industrielles qui sont en train de vraiment repenser cette question de l'emploi des seniors. J'ai tendance à penser qu'on risque de retrouver un lien assez fort entre chômage et fin d'activité. Qu'est-ce que tu... Alors, premier point, chômage de longue durée. On appelle chômage de longue durée des demandeurs d'emploi qui sont depuis 1 an au chômage.
c'est quand même quasiment 46-47% des demandeurs d'emploi. Donc, ce n'est pas non plus une miette. Deuxième chose, je constate que, et la crise le montre, et tes propos me confirment ce que nous pensons, c'est que ce nouveau monde n'invente rien, mais simplement dope les outils anciens. Bon. Quatrième chose, alors les pré-retraites, dont le patronat ne veut plus, alors qu'il était un des grands bénéficiaires par le fait que ça lui permettait quand même de renouveler l'âge de sa main-d'œuvre à coup bas. Oui. Coup bas, bon, ça c'est sûr. Alors, il est évident que les partenaires sociaux salariés ont pour principe de dire si on augmente l'âge de la retraite, on va à contre-courant parce que c'est là où se situent les chômeurs de longue durée qui ne retrouveront jamais d'emploi. Oui. C'est ça l'argument des syndicats de salariés. Ouais. Oui. Il peut y en avoir un autre quand même, consistant à dire, voilà, s'il y a une pénurie d'emploi, il n'est pas illogique d'aller privilégier les jeunes, qui au demeurant sont plutôt une main-d'œuvre moins bien payée, plutôt que les seniors qui sont à 2-3 ans de l'âge de la retraite. Voilà, sans parler même du risque de cassure jeunes-vieux généré par cette crise et les effets sanitaires. Enfin, on imagine bien que s'il y a un arbitrage à faire, ce serait absolument illogique qu'il ne soit pas fait en faveur des jeunes. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, le problème se pose, qui financera? Oui. Qui financera et comment on financera? Mais la façon dont on pose le sujet là, elle est particulièrement intéressante parce que est-ce que ça doit concerner un financement au titre de l'indemnisation de la perte d'emploi? Est-ce que ça doit justifier un financement au titre de, entre guillemets, l'attente de la retraite? Ou est-ce que c'est un problème de transition démographique de l'emploi? Ça relève de quelle politique publique? Ça relève d'une politique publique active qui va effectivement permettre aux jeunes générations, et il le faudrait, de pouvoir accéder rapidement à l'emploi et aux emplois de demain? Ou est-ce que ça relève d'autres choses? Et je pense qu'on retrouve ce qu'on disait quasiment à l'instant. Transition écologique, transition démographique, coût de la santé et divers autres enjeux du moment. Est-ce que ça ne fait pas repenser complètement ce qu'est le modèle de protection sociale, entre guillemets, à la française, plutôt que de continuer à y aller, entre guillemets, petit coup par petit coup, une fois sur la retraite, une fois sur la formation professionnelle, une fois sur je ne sais quoi. Oui, je ne suis pas sûr que ce faisant, on fasse le jeu des partenaires sociaux, parce que à ce moment-là, étant très globalisant, mais je n'ai pas dit que tu disais l'inverse. Hein. Bien sûr, mais bon, Hervé et moi avons été un certain nombre d'années dans des régimes paritaires. Attention, il y a un micro ouvert. Allô, allô? Allô? Oui. Oui, je disais, Hervé et moi avons été un certain nombre d'années à divers postes, à diverses fonctions dans des régimes paritaires. On a vu certaines des difficultés qu'ils ont, on a vu certains coups de génie dont ils sont capables. Je pense qu'il y a un coup de génie qu'ils n'ont jamais fait, c'est de se présenter, entre guillemets, unis. Aujourd'hui, les partenaires sociaux parlent d'un côté de tels dispositifs, santé, famille, retraite.
chômage, formation Mmh. professionnelle. En face, c'est l'État. Et l'État, il parle d'une voix. Il parle politique publique. Les partenaires sociaux, je ne vois pas quand est-ce qu'ils ont ils ont eu une prise de parole globale sur l'ensemble de ce dispositif. Ils y vont eux aussi petit bout par petit bout, et c'est peut-être ce qui explique certaines des difficultés dans lesquelles ils se sont mis. Alors, on a eu quelques discussions après avoir cessé de nos activités, Hervé et moi, avec tel ou tel des hauts représentants de telle ou telle organisation, salariée ou patronale. Quand on dit ça, on est mal perçu, mais voilà, enfin, c'est pas une critique, c'est une question que l'on pose. Oui, et les partenaires sociaux ne sont pas extrêmement, je trouve, extrêmement chatouilleux, le terme n'est pas très bon. Enfin, je ne cherche pas, je trouve beaucoup à défendre leur construction ou leurs acquis. On l'a vu au moment de la réforme des retraites, c'était très opposé à la réforme, mais finalement, on peut défendre les régimes qu'ils portaient, l'Agirc et l'Arco, par exemple. Je ne sais pas ce qu'en pense Hervé. Il y a un certain manque de pugnacité et d'initiative de la part des partenaires sociaux. Alors, je vais être franc. Côté employeur, je crois qu'on a minimisé ce qui s'est passé lors de la dernière élection du président du MEDEF. C'est-à-dire la défaite de l'UMM et la victoire du représentant des fédérations d'assurance. UMM, qui avait une grande tradition sociale, là, Ruth Bézieux, élu avec les voix de la puissante fédération assurance, dans laquelle siège quand même Denis Kessler, qui a écrit ce fameux article « Il faut détricoter le programme du CNR ». Je ne suis absolument pas convaincu qu'aujourd'hui, le MEDEF ira se battre pour un paritarisme de gestion. Premier point. Deuxième point, à l'intérieur des syndicats salariés, on voit bien qu'il y a plus que jamais une scission ou du moins une ligne de démarcation entre ce qu'on appelle traditionnellement le syndicalisme d'accompagnement et puis le syndicalisme d'opposition. Bon. Et que finalement, cet amalgame fait que le paritarisme n'est plus du tout offensif et donne l'impression plutôt d'être satisfait quand il arrive à sauver les meubles. Moi, ce qui m'a profondément, c'est là où je dis, je vais être franc, ce qui m'a profondément étonné dans les négociations de la dernière convention de l'assurance chômage en 2019, c'est-à-dire celle où la première avec une note de cadrage très serrée du gouvernement. Faites des économies, faites plus de 3 milliards d'économies. Aucun des partenaires sociaux autour de la table n'a eu ce réflexe pédagogique, didactique, en disant « vous nous demandez de faire des économies alors que c'est vous qui chargez la barque ». C'est-à-dire, on revient sur l'explication dont on a parlé du déficit. Aucun. Le comportement des partenaires sociaux, assurance chômage, pour la convention de 2019, c'était le comportement de bourgeois de Calais. Complètement sur la défensive et acceptant cette critique que je trouve totalement injuste, vous êtes mauvais puisque vous faites des déficits. Allô?
Ouais, Oui, ouais. on t'entend parfaitement, Ouais, Hervé. On Oui, t'entend Pardon, parfaitement. j'ai pas l'image, mais si Et vous m'entendez, je... ouais. Et donc, à partir de là, complètement sur la défensive. Et à mes yeux, c'est dommageable pour l'avenir de l'ensemble de la protection sociale. Comment reprendre l'offensive, Michel? Tu évoquais une approche plus globalisée des questions, mais c'est en même temps, c'est extrêmement ambitieux à partir Ouais, oui, du mais enfin, constat un peu pessimiste que fait Hervé à l'instant. alors c'est ambitieux. Enfin voilà, je sais pas si c'est ambitieux, mais en tous les, c'est le constat que j'ai envie de faire. Alors c'est peut-être très prétentieux de le présenter comme ça, mais quand a-t-on vu les partenaires sociaux aborder la question, par exemple, de la réforme des retraites en posant le débat différemment, qui est celui du maintien dans l'emploi et de l'accès au premier emploi. On a une structure de la population active aujourd'hui qui est assez sensiblement différente de la structure de la population dans l'emploi. On a des seniors qui sont pris en charge par des dispositifs qui sont des patchs. Licencier un salarié âgé parce que l'assurance chômage lui offre la possibilité de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il ait ses droits à la retraite, et à l'autre bout, ne pas être capable de mettre dans l'emploi des jeunes diplômés ou pas, dire, le sujet me semble être là. Les partenaires sociaux parlent réforme retraite. Certains disent il faut à tout prix repousser l'âge sans qu'on voit les solutions pour maintenir les salariés âgés dans l'emploi. Ils sont retraite. Ils ne sont pas, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais Oui, en silo, en quelque sorte. quelle est la transition démographique aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles formes d'emploi? Ces sujets-là ne sont traités que petit bout par petit bout. Et on trouve des patchs. On trouve des patchs. Tu faisais allusion tout à l'heure au pré-retraite. C'est un patch. La prise en charge des vieux travailleurs par l'assurance chômage, c'est un patch. Ça ne répond pas aux nouvelles exigences ou à la nouvelle structure du marché du travail. Alors, je suis ravi, je suis enchanté parce que, outre l'intérêt et la qualité des débats, j'ai des remarques et des questions. C'est plutôt des remarques d'ailleurs, mais sur lesquelles je vous invite à rebondir. Et la première d'Éric Vidal, s'il me permet de donner son nom, c'est qu'il dit bonne question que la question de l'âge de la retraite. Et il dit il serait intéressant d'explorer la question de la transition démographique et d'avoir une approche de fluidification du marché du travail en faisant rentrer les jeunes plus tôt dans le travail, ce qui présente pas mal de points positifs pour tout le monde. Donc ça, c'est une approche un peu disruptive peut-être par rapport à celle qu'on aurait traditionnellement voilà, sur cette question que j'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure, sur l'arbitrage jeune-vieux. Et voilà. Oui, mais enfin, cette remarque est très illustrative des questions qu'il faudrait arriver à se poser. Et poser la question comme ça, ben, ça fait sortir les gens de leur silo, ça fait sortir tel ou tel des acteurs de ses habitudes. Est-ce que c'est en répondant favorablement à une demande de revenu minimum qu'on appellera, je ne sais pas comment, pour les jeunes qui aujourd'hui n'ont rien, qu'on répondra à ça? Non, c'est un patch. C'est un patch. Éric Vidal, je ne sais pas si je peux intervenir là, pour préciser un peu plus. Pardon si j'ai mal exprimé la chose. C'est que c'est pas facile d'expliquer parfois aussi juste avec la conversation. Et je pense qu'il faut, pour moi, il y a une approche par flux qu'il faudrait avoir. Le problème, c'est qu'on a un réservoir, on va dire, mais ce réservoir, on peut plus le remplir parce que de toute façon, il se vide plus. Et moi, c'est une conversation que j'avais eue il y a quelques années déjà avec un syndicaliste japonais. Exactement la même question.
Et il me disait, on a exactement le même problème. Ce qui fait que, alors en plus, bon, on sait ce que c'est que les retraites au Japon, hein, c'est pas forcément extraordinaire, mais ils ont des jeunes qui rentrent de plus en plus tard. Alors je parle des jeunes diplômés, mais qui rentrent de plus en plus tard. Et nous, c'est pareil. C'est un peu, je trouve que pour une économie d'un pays, c'est peut-être dommage d'avoir des jeunes qui doivent attendre de 28, 29, 30 ans pour réellement s'installer, pour réellement avoir une famille, etc. Parce qu'ils sont sur des emplois qui ne sont pas suffisamment stables pour pouvoir se lancer vraiment, quoi. Et moi, je pose vraiment la question du départ à la retraite. Au lieu de continuer à boucher, si vous voulez, en reculant encore de plus en plus le départ à la retraite, c'est de remonter le départ à la retraite plus tôt. Je ne sais pas si 60 ans, c'est la bonne idée, mais en tout cas, dans les entreprises, on voit bien qu'à partir de 60 ans, on ne vous offre plus tout à fait les mêmes jobs. Hein, donc, il se passe bien aussi une réalité des entreprises, de façon à pouvoir s'assurer que les jeunes à l'entrée ils puissent rentrer plus vite et plus tôt. Et que je pense, pour l'économie générale du pays, c'est peut-être bien plus profitable que le système d'engorgement que l'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que cette idée de transition démographique est très intéressante à poursuivre parce qu'elle est globale et c'est une approche par flux. Voilà, j'espère que j'ai précisé, je ne suis pas sûr. Non, alors, pas sûr que ce soit ce qu'attendent les pays frugaux qui attendent chez nous des réformes de structure qui n'iraient pas forcément dans ce sens-là. Est-ce que je peux prendre une autre remarque? Oui. Pardon. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'attendent les pays frugaux et qu'on dit réforme de structure, ce sont des réformes comptables. Ce n'est pas des réformes de structure. L'approche par flux telle que vous la présentiez, Éric Vidal, c'est certainement quelque chose qu'il faudrait arriver à pouvoir poser pour nous faire sortir justement de ces approches qui n'amènent qu'à des demi-réformes, qui n'amènent qu'à des patchs, qui n'amènent qu'à des solutions qui n'en sont pas, me semble-t-il. Alors, je voudrais être le porte-parole d'une question. Je ne sais pas si vous les avez vous-même, hein, les questions sous les yeux, de Sylvie Durand. Alors, c'est un élément de réflexion hein, qui ramène au débat qu'on a pu avoir. Hein. Elle indique qu'il est surprenant d'entendre que la solidarité est du côté de l'impôt, alors que la cotisation est fondamentalement le choix des salariés, la mutualisation est de mettre au service de ses contemporains une partie de son salaire. Il s'agit de pallier les accidents, les risques de la vie. Et elle dit, c'est le choix de la répartition. La cotisation est éminemment solidaire. L'impôt finance de l'assistance avec des prestations sous condition de ressources, ce qui n'est pas le cas de la cotisation, qui est bien de la solidarité. Et là, je pense que par rapport à ce que tu as dit, Michel, sur le régime universel, le questionnement que tu as évoqué sur le régime universel, on y est là-dessus. Est-ce qu'il y a besoin de préciser des choses? Il y a certainement beaucoup de choses qu'il faudrait préciser sur ce sujet-là, mais ce que je formulais tout à l'heure, ce qu'on essaye de formuler dans le bouquin avec Hervé, c'est que des cotisations ou des contributions assises sur le travail ne devraient financer que les risques directement liés à des événements ayant trait au travail. On voit aujourd'hui, je prends encore une fois l'exemple de la dernière réforme de l'assurance chômage, la solution qui est retenue pour les hauts salaires, les cadres. Un haut salaire dans l'assurance chômage, pour l'indemnisation, c'est de l'ordre de 4 000 €, je crois. Ces gens-là, au bout de X mois, auront une dégressivité s'ils n'ont pas retrouvé du boulot. Par contre, les cotisations qu'ils payent sont proportionnelles à leur salaire. Donc, il y a effectivement de la redistribution dans un système qui se veut encore assurantiel et qui, normalement, ou par nature, devrait assurer à celui qui a cotisé une prestation proportionnelle à ses cotisations. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça n'était déjà pas le cas pour le domaine des allocations familiales, de certaines des allocations familiales.
On a une déconnexion entre la contribution et la prestation. Ça n'est plus de l'assurance, c'est de la solidarité, c'est de la redistribution. Bien sûr qu'il en faut, mais est-ce que c'est au travail, puisque ces cotisations-là sont assises sur le travail, est-ce que c'est au travail de financer autre chose que de l'assurance sociale et de financer de la solidarité ou de l'assistance sociale? Il me semble, je pense, j'ai la quasi-conviction que non. Moi, je ne vois pas de décalage. Alors, peut-être que je me trompe entre ce que tu viens de dire et le message de Sylvie Durand, qui ajoute, alors peut-être une petite provocation. Je te la donne, Hervé, je sais que tu les aimes bien, les provocations. C'est, elle dit, est-ce qu'on ne confond pas paritarisme et partenaires sociaux? Alors, moi, j'ai peut-être un éclairage sur la question. Est-ce qu'on ne confond pas aussi avec les signataires? Parmi les partenaires sociaux, il y a signataires et partenaires sociaux. C'est deux notions un peu différentes. Ouais. Le paritarisme est le mode de gestion issu des partenaires sociaux. C'est aussi simple que ça. Les partenaires sociaux, maintenant, on peut discuter sur leur représentativité ou pas. Voilà. C'est-à-dire que vous avez, donc, par exemple, prenons le cas de l'assurance chômage, il y a des partenaires sociaux habilités à siéger autour de la table et puis d'autres pas. Oui, mais parmi les représentants des associations de chômeurs ne sont pas pour moi des partenaires sociaux. Oui, et que sont les syndicats non signataires dans un accord? Est-ce qu'ils demeurent partenaires sociaux? Ils sont. Il y a la négociation et il y a la gestion. Et la gestion. Dans un organisme à gestion paritaire, les non-signataires de l'accord mis en œuvre par l'organisme à gestion paritaire siègent. Ils ont participé à la négo, ils n'ont pas signé, mais ils siègent en tant que gestionnaires d'un organisme paritaire. Paritarisme de gestion, c'est ça. Paritarisme de gestion. Alors, Claudio Charager nous dit, mais avec la baisse de la natalité, sommes-nous dans une période transitoire? Est-ce qu'elle s'arrêtera bientôt ou pas? Il faudra faire une prochaine séance avec un démographe. Moi, je crois que le problème, pour répondre à cette question, encore une fois, idée toute personnelle, mais dont on parle quand même dans notre bouquin avec Michel. Si chacun savait qu'elle était transitoire, on ne pourrait avoir le vrai débat dont parlait Michel. Là où le problème se complique, c'est qu'elle est certainement transitoire, mais personne ne veut le dire, et donc ça permet de faire des réformes à petits pas qui excluent une vision d'ensemble. Et c'est, me semble-t-il, ce qui est terriblement dangereux. Très bien. Vous êtes décidément très, très ambitieux l'un et l'autre. J'ai une question piège. Je la donne à qui, la question piège? Bon, d'accord. Le dernier rapport, le pré-rapport du Haut Conseil à l'assurance maladie sur la protection sociale complémentaire rouvrirait la porte à un retour des désignations, notamment en prévoyance. Est-ce que ça ne permettrait pas un retour en forme ou de dispositif de pré-retraite? Ah oui, en ce qui me concerne, c'est vraiment la question piège dont je te remercie, cher Pierre. Alors, je vais la prendre. Alors, c'est vrai que les clauses de désignation qui permettent en matière à une branche professionnelle
de désigner un organisme unique pour la gestion de sa prévoyance, de sa protection sociale, ont été invalidés par le Conseil constitutionnel il y a quelques années. Et quelque part, c'est une décision extrêmement politique, puisqu'elle invalide la capacité des partenaires sociaux à décider de la mutualisation dans un espace professionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette crise et cette reprise qui touche de façon très différenciée les secteurs économiques, c'est vrai que cette idée de refaire des choses, d'organiser des choses au sein de branches professionnelles, des branches par exemple qui seraient particulièrement touchées, on pense au secteur industriel, l'aéronautique, l'automobile, c'est d'ailleurs des secteurs que Hervé a évoqué, c'est des secteurs qui relèvent de l'UMM. Ça pourrait avoir tout à fait son sens d'avoir des accords particuliers, et pourquoi pas donc des accords d'accompagnement pour des retours, ou des départs un peu prématurés en retraite. Je ne sais pas si je dois parler de pré-retraite. Donc, effectivement, il y a une question, peut-être un jeu qui peut se rouvrir vers peut-être davantage de collectifs par rapport à une protection sociale qui a été largement démantelée au regard de principes de libre concurrence et d'un certain nombre d'idéologies que vous avez évoquées directement ou indirectement. Oui, c'est certainement une bonne voie. Alors, je ne sais pas si c'est le retour des clauses de désignation qui permettrait ça, mais ce serait effectivement un signe de repositionnement des partenaires sociaux, si par branche ou par profession ou par secteur, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure de maintenir ou pas les salariés âgés dans l'emploi pour faciliter l'accès des plus jeunes, des dispositifs professionnels étaient définis pour répondre à cet enjeu de la transition démographique. Et de ne pas recourir à des choses qui existent et qui ne sont pas prévues pour ça. Et qu'on va encore une fois venir charger la barque de dispositifs qui sont complètement dénaturés et qui forcément sont extrêmement critiquables aujourd'hui parce que ce sont des chimères, ce sont des choses hybrides qui ne peuvent pas fonctionner. Alors, j'ai une réaction là-dessus. Je ne sais pas si Hervé partage cette… Ouais. Alors, pardon, j'ai une réaction là-dessus sur laquelle Hervé va pouvoir réagir et je reviendrai sur les clauses de désignation parce que pour être bien complet sur le sujet, et merci pour toutes ces contributions, puisque Patrick Sabot, s'il me permet de donner son nom, dit, je partage bien cette interrogation, est-ce que l'État a une vision d'ensemble ? Donc, il ajoute vraiment point d'interrogation. Je sens un petit peu d'ironie et je pense que la question mérite vraiment d'être posée. Un constat. Au sein de la protection sociale, on a des mécanismes qui répondent à des logiques différentes. Bien. Donc, est-ce qu'avoir une vision d'ensemble, c'est accepter d'avoir des logiques différentes pour coller au plus près des solutions à apporter, ou c'est essayer d'uniformiser et de répondre à un tout qu'on appellera les aléas de la vie. Bien. Il me semble que l'État a, comme le disait Michel, une vision exclusivement comptable, qu'il agit essentiellement sous pression de la dette et que, alors les marxistes et révolutionnaires diraient sous la pression des marchés financiers, moi je ne dis pas ça, il me semble que compte tenu de cette pression de la dette, l'État aujourd'hui, non pas ne veut pas avoir une vision d'ensemble, mais ne peut pas avoir une vision d'ensemble qui, paradoxalement, ne l'empêche pas de vouloir être omniprésent. C'est, me semble-t-il, le paradoxe. On est bien d'accord.
Alors, j'ai plusieurs, éléments. Philippe Coursier nous fait la remarque suivante. Je vais essayer de le lire parce que c'est… donc, s'agissant de repenser le système dans son ensemble, ce dont on vient de parler, il me semble qu'il faudrait privilégier une démarche partant de la définition des besoins de protection sociale, c'est très largement ce que vous avez dit, une sorte de cahier des charges, un constat, en bref, des aléas sociaux, puis dans un second temps, d'imaginer des mécanismes de solidarité les mieux à même d'y répondre. Les techniques sont quasi secondaires par rapport aux besoins. Là, on est très proche, je crois, de votre approche, un état des lieux, une définition d'un besoin, et puis après, des modalités, mais pas la technique du patch ou… comment vous réagissez là-dessus? Enfin, je pense que nous sommes à l'évidence en phase avec cette remarque-là. Ce serait renverser l'approche dont vient de parler Hervé, une approche essentiellement comptable qui fait prévaloir un souci d'économie sans même poser la question de ce que sont les enjeux du moment auxquels la protection sociale doit répondre. On l'illustrait tout à l'heure avec la transition démographique. On peut l'illustrer avec la transition économique qui se profile ou qui a déjà émergé avec les nouvelles formes d'emploi, les travailleurs des plateformes, la digitalisation. On essaye de coller des dispositifs préexistants qui ne sont pas prévus pour, sur des formes d'emploi qui répondent à des… qui répondent à des besoins qui n'existaient pas il y a encore 20 ans. Vouloir travailler tout en étant libre, ça n'a rien à voir avec vouloir travailler tout en étant sûr et sécurisé par un CDI. Comment coller et comment trouver la bonne protection sociale et le bon financement de la protection sociale de cette population-là? Quel est le besoin? Et effectivement, c'est poser ou tenter d'identifier quels sont ces besoins-là, comme le dit Philippe Coursier, avant de voir comment les financer. Aujourd'hui, on se débat alors, sous la pression de la dette, sous la pression de la soutenabilité financière. Il ne faut pas… bien sûr qu'il faut le prendre en compte, mais il y a un équilibre à avoir et il y a très certainement… une approche assez sensiblement différente à avoir si on veut apporter des réponses adaptées et ne plus se satisfaire des patchs. Je donne la parole à Hervé qui la demande. Je vois l'heure et je vous propose qu'on se dise un quart d'heure, 20 minutes, hein, si tout le monde en est d'accord. J'espère que… 45-50, on va dire. Allez, vas-y Hervé. Je dis 50 parce que selon l'INSEE, ceux qui sont nés en 1950 seront ceux qui seront passés à travers toutes les gouttes et auront récupéré le maximum de la société. Ouais. C'est très intéressant sur l'année 1950 de ceux qui sont nés par l'INSEE. Non, je veux dire deux choses. Complètement d'accord sur le sens et l'orientation, voire la philosophie de la question que tu transmets, Pierre. Oui, définir les objectifs, mais surtout aussi se demander ce que ne doit pas être un système de protection sociale. Bon. Et le deuxième point, ce dont on n'a pas parlé, me semble-t-il, c'est quid du financement de ce futur système de protection sociale par la nouvelle économie. Un seul exemple. La nouvelle économie, c'est la traduction économique du basculement du monde bancaire vers le monde financier. Quand on regarde les GAFA, une hyper-capitalisation pour un nombre de salariés excessivement réduit. Alphabet, maison mère de Google, c'est, je ne sais plus, une capitalisation
qui accumule les zéros pour 6 000 personnes. Bon, à partir de là se pose la question de est-ce que ce mode d'économie peut financer un système de protection sociale. Troisième point, c'est évidemment les oubliés de la protection sociale, c'est les nouveaux travailleurs indépendants, les travailleurs des plateformes. Bien sûr. Dont on n'a pas parlé, mais qui posent par rapport au système actuel un vrai problème. Est-ce qu'on doit les intégrer dans un système et comment? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit créer un système spécifique qui ne semble pas la solution et dont d'ailleurs la justice n'est pas encline à l'accorder? Donc, définir ce nouveau système de protection sociale, c'est évidemment petit a tirer les leçons de 70 ans de système à bout de souffle qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais aussi intégrer les éléments de la nouvelle économie, des travailleurs, des nouveaux pauvres, les travailleurs pauvres et les travailleurs indépendants, me semble-t-il. Et est-ce que ça ne pose pas la question, finalement, est-ce que la protection sociale, c'est une charge ou un investissement? Moi, à ce stade des débats, c'est la question que j'ai envie de poser et que je poserai bien à Michel s'il est inspiré. Ouais, ça me paraît une excellente conclusion. Il est apparu assez récemment que, oui, finalement, c'est un investissement. C'est le discours qui semble se reconstruire aujourd'hui. Vous savez, il y a quand même eu, ces 30 ou 40 dernières années, quelque chose d'assez bizarre. On inventait la valeur travail. Il faut travailler. Et c'est heureux qu'il faille travailler. Et dans le même temps, les politiques publiques ont toutes été axées sur la diminution du coût du travail. Donc, on est dans un monde qui ne sait pas ce qu'il dit, je trouve. Donc, pour revenir à ta question, pardon, si tu peux me la Investissement, ouais. Investissement ou charge, voilà. Alors, la protection sociale. Oui. Ben, le pognon de dingue. Le pognon de dingue, c'est un investissement. Les résultats du modèle social français ne sont pas si mauvais que ça. On a un chômage de masse, certes, depuis des années, mais on regarde, on a un taux de pauvreté qui, par rapport aux autres pays de l'OCDE, est parmi les plus bas, au moins avant la crise. On verra ce qui ne sera après. On a un taux de couverture santé qui est parmi les meilleurs encore, même si il se fait certains déserts médicaux de ci de là-haut, mais peut-être qu'une prise de conscience qui se fait à l'occasion de cette crise-là va faire repenser les cotisations sociales, non plus comme des charges, ce qu'elles sont devenues, mais comme un investissement. Mais certains auteurs, aujourd'hui, je pense à un petit bouquin de Patrick Artus, qui est intitulé 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir ? Et qui démontre comment cette logique de l'abaissement du coût du travail, qui a été peut-être compensée par l'avènement de l'économie low cost, qui permet d'avoir un certain standing de vie, même si c'est à bas coût, comment tout ça doit être repensé aujourd'hui, dans un pays comme la France où une grande part de la croissance est faite par la consommation. Payer les gens au juste prix, c'est certainement pas idiot. Est-ce qu'il vaut mieux payer le travail ou est-ce qu'il vaut mieux payer de la protection sociale? Alors, comme on arrive plutôt dans les arrêts de jeu, là, j'ai quelques remarques des uns et des autres et je veux absolument
les traités. Il y en a une de Monsieur Sabot, Patrick Sabot, qui réévoque la clause de désignation. Alors, je vois que le sujet, puisqu'il a été évoqué aussi par Michael Ciccotelli, le sujet reste brûlant, la clause de désignation. Est-ce que les pratiques n'étaient pas critiquables? Bah oui, il y a peut-être à dire sur ces clauses de désignation. Est-ce qu'elles restreignent la concurrence? Probablement. Donc ça, c'est un débat théologique ancien qui semblait plutôt réglé, mais qui revient peut-être sur le devant de la scène. Un autre point qui est mis en avant, ou peut-être une question qu'on peut, alors à ce stade, c'est une question assez vague, assez vaste, pardon, pour notre ami Jean-Claude Gallou qui pose cette question, donc assez vaste, mais pas vague. De quel pays d'Europe il faudrait, selon vous, s'inspirer pour un meilleur système de protection sociale? Moi, ça me fait penser à la gestion de la crise sanitaire, vers qui il faut aller, a priori, pas vers la mode suédoise en ce qui concerne la crise sanitaire. Et là, sur la protection sociale, de quel côté iriez-vous plus particulièrement? Qui veut prendre la question? C'est le mot tolérant. C'est le mot tolérant. Quand je me compare, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me Tu me console. rassures? Moi, je crois que le système de protection sociale à la française est une spécificité. Et il faut garder ces spécificités. Et je ne raisonne pas, je ne raisonne pas en essayant de regarder ce qu'il se passe, à condition toutefois que ça n'obère pas, évidemment, les rouages économiques, l'efficacité économique. Ouais, enfin, moi, je ne retiendrai, enfin, je me méfie de ces comparaisons internationales. On compare un pays réputé très rigoureux dans la gestion de ses finances publiques, qui arrive à des résultats qui, dans ce domaine-là, sont remarquables. Mais comment est-ce qu'il arrive à ce résultat-là? C'est un pays qui a une structure administrative et politique totalement différente. Et c'est un pays qui fait une place au dialogue social tout à fait différente de la place que les partenaires sociaux, négociateurs, ont ici chez nous. Donc, ce que disait Hervé, c'est de tenir compte de ce que sont les spécificités françaises. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Il y en a certaines qu'il faut peut-être interroger, comme l'on dit. Mais moi, je me méfie énormément des comparaisons avec tel ou tel voisin qui sera bon dans tel domaine, mais qui sera beaucoup moins bon dans tel autre. Je citais le taux de pauvreté tout à l'heure. Tel pays, l'Allemagne, pour ne pas la citer, a de meilleurs résultats en termes de taux de chômage que ceux que nous avons nous, mais en termes de taux de pauvreté, il est derrière nous. Donc, c'est extrêmement difficile de dire tel pays serait un modèle. Je pense qu'il faut se méfier de ces modèles-là. La difficulté, c'est que il est certainement difficile de concevoir ou de repenser un modèle de protection sociale franco-français sans tenir compte des enjeux au moins européens et sans tenir compte des enjeux qui sont tirés par tel ou tel aspect de la délocalisation de l'industrie, comme le disait Hervé tout à l'heure. Alors, je vous propose, puisqu'on arrive plutôt au terme là, de ce webinaire, si vous êtes d'accord de jouer le jeu, Hervé, quelques mots pour conclure. Ensuite, c'est toi, Michel. Et puis après, notre président nous dira le mot de la fin. Hervé, c'est à toi? Oui, et bien tout d'abord, très égoïstement, je commence par moi en disant que j'ai pris beaucoup de plaisir à débattre avec vous tous. J'espère effectivement que ça a été le cas pour tout le monde. Et encore une fois, merci de nous avoir invités. La deuxième chose, c'est que, pour être bref, on s'aperçoit bien que le monde n'est plus du tout compliqué, il est devenu complexe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et les difficultés sont vraiment devant nous. Troisième chose, pour peser plus de 30% du PIB, la protection sociale ne fait aucun débat, ne serait-ce que dans les élections présidentielles. Et je pense que c'est un grave défaut et c'est ce qui permet et ce qui oblige
en tout état de cause, à ce qu'on fasse des réformes, des petites réformes, et qu'on arrive à un patchwork où on a beaucoup de mal à se représenter l'ensemble, où il y a des logiques différentes qui s'affrontent et et le système laisse encore beaucoup de trous dans la raquette. Je pense que aujourd'hui, on est arrivé à un point, et la crise sanitaire a fait l'objet d'accélérateurs, où ce grand débat que Michel et moi souhaitons doit arriver et fasse l'objet, mais ma foi, d'un véritable projet gouvernemental. Très bien. Ben, et alors, je prends nos amis à témoin. Vous êtes vraiment forts et complémentaires, je le savais, puisque tu viens de parler de patchwork, là où Michel avait tout à l'heure parlé de patch sur le système de protection sociale qui était fait de briques et de broc. À toi, Michel. Bah, écoute, moi, j'adresse de vifs remerciements à l'organisation, à Jean Hubert, à toi, à l'ensemble des participants. J'ai effectivement pris beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, et j'espère que nous avons su mener ce débat à la satisfaction des participants. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé modèle social. On a l'ambition, comme le disait Hervé, on porte l'ambition de demander un débat sur la protection sociale. Alors, on le fait au travers de quelques tribunes, on le fait au travers de ce bouquin, mais on le fait aussi avec une organisation, un think tank qui s'appelle le CRAPS, qui est un think tank dédié aux questions de protection sociale sous ses divers aspects, santé, formation, emploi, etc. Avec de très nombreuses publications très intéressantes. Ouais. Et quand on dit repenser la protection sociale, ça va avec repenser l'action publique d'une façon plus générale. On l'a un petit peu abordé, mais s'il y avait un mot de conclusion en ce qui me concerne, c'est que interroger le modèle de protection sociale, c'est avant d'interroger le rôle des partenaires sociaux, avant d'interroger les modalités de financement et les diverses techniques, comme le disait l'un des participants, c'est surtout interroger le rôle de l'État. Est-ce que l'État doit être partout? Est-ce que l'État peut tout? Et est-ce que tirer l'ensemble du modèle vers comment dire, par le dogme de la soutenabilité budgétaire, avec un souci d'universalité qui a ressources constantes si on ne se pose pas cette question-là, on a retenu la formule d'État pourboire. Il ne faudrait pas qu'on passe de l'État-providence à un État-pourboire et qui satisferait chacun avec quelques centaines d'euros par mois. Voilà, donc repenser l'action publique pour pouvoir repenser le modèle de protection sociale. C'est très ambitieux. Tant pis pour nous. Ouais. Merci Michel. Moi, je m'associe à vos remerciements pour l'organisation de cet événement, pour Jean Hubert, sans qui rien n'aurait été possible. Et donc, c'est lui qui doit nous donner le mot de la fin et sa bénédiction finale. Non, merci d'abord à tous. C'était absolument remarquable. Je m'attendais à beaucoup, mais pas à ce niveau. Voilà. C'est un niveau exceptionnel où chacun d'abord a pu s'exprimer. Bon, je regardais passer les petits messages et je crois qu'il y a eu des réponses pour tout le monde. J'espère que chacun a été satisfait. Mais ce débat avec nos deux amis, sans oublier la qualité de Pierre au milieu, pour faire les relances quand ça s'avérait nécessaire ou rajouter quelque chose, est absolument remarquable. Moi, je veux dire que super, magnifique. Et je rajouterai simplement à ceci, n'oubliez pas le livre de nos deux amis. Il est parfaitement d'actualité en cette période, malheureusement, de pandémie et de difficultés sociales et économiques. Moi, j'en ai lu des passages, j'en ai fait même des extraits qui sont passés dans nos paniers. Le voilà, ne l'oubliez pas. Alors, c'est pas, je ne suis pas payé pour, ils ne m'ont rien proposé, mais j'ai trouvé d'abord, il se lit facilement, il est agréable. Hein. Nous ne sommes pas payés non plus. Hein. Bon. Donc, c'est parfait comme ça. Bon, voilà, et bravo. Et je dirais que vous avez sur le site de P3S pas mal d'informations. On a parlé un petit peu au départ des paniers
des paniers d'informations mensuels de P3S. On essaie d'y retrouver. Pierre Chaperon, il participe assez régulièrement, en passant des informations que je fais paraître. Il semble assez apprécié de pas mal. Et là aussi, j'avais repris un certain nombre de synthèses, dont ce que vous aviez appelé dans le livre, votre première conclusion. Et il y avait déjà pas mal d'informations et vous aviez déjà intégré cette notion de retour sur investissement. Et j'avais trouvé ça très, très, très beau. Écoutez, grand merci à tous. Hein. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci à ceux qui ont écouté. Hein. Et merci à ceux qui ont posé des questions. Tout particulièrement, bien sûr, nos deux intervenants, Michel, Hervé et Pierre. Voilà. Bonsoir. Et je tâcherai de vous envoyer quelques petites infos concernant, entre autres, le document qu'on a évoqué au démarrage, qui est l'interview, dans lequel il y a une multitude de chiffres extrêmement intéressants qu'il faudrait actualiser, bien sûr, peut-être, enfin, qui sont très intéressants, parce que je rappelle que, on le disait il y a quelques jours simplement, il y a 2 personnes sur 3 salariés, hein, privés, hein, qui ont bénéficié du chômage partiel, hein, ou de l'activité réduite, comme on veut, hein, là-dessus. C'est quand même assez exceptionnel. Ça fait donc 12 millions de personnes sur 18 millions de salariés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée.